Bonjour à vous. M'entendez-vous? On va déjà aborder les questions techniques. Voilà, je vois des hochements de tête, donc c'est bon. Si une personne m'entend, les autres, ça devrait fonctionner. Merci beaucoup. Super, c'est bon. A priori, tout le monde a l'air au point techniquement. C'est bon, c'est fou comme on s'est professionnalisé en un an sur toutes les choses à distance. Alors, on vous a fait un tout petit peu patienter et pour être très honnête, nous attendons Stéphane Rémy qui devrait se connecter incessamment sous peu à notre Teams. Donc, voyons les minutes passer. On s'est dit qu'on allait démarrer et qu'on allait s'adapter. C'est notre lot quotidien et que quand il nous rejoindrait, eh bien, il reprendrait les choses là où nous en sommes. Alors, je démarre et puis je recommence. Bonjour à vous. Bienvenue à cette session consacrée au FNE Formation. Merci d'avoir répondu présent. Avec nous ce matin, donc, des entreprises que vous êtes, des représentants de branches constitutives de l'Opcommerce, et puis des conseillers internes à l'Opcommerce, des conseillers entreprises que vous pouvez rencontrer tout au long de l'année, et des conseillers branches qui accompagnent les branches. En effet, depuis un an maintenant, depuis le début de la crise 2020, dès avril 2020, nous avons, comme nos confrères OPCO, eu en charge la gestion du FNE Formation, de ce dispositif exceptionnel de la part de l'État, puisque c'est bien sûr un dispositif de l'État que nous gérons par délégation. C'est un dispositif qui s'inscrit pleinement dans le plan de relance, avec des moyens relativement conséquents, voire même très conséquents. Pour parler de ce sujet, mais je vois qu'il est arrivé, c'est magnifique, je remercie deux intervenants. Stéphane Rémy, qui vient de nous rejoindre, sous-directeur à la DGEFP en charge des politiques de formation et du contrôle. Ah mais ça y est. Ouais, ça y est. En fait, ça fait quand même 3-4 minutes que désespérément j'essaye de vous faire coucou, mais il y avait un problème de son, et donc je vous entendais bien, Philippe. Désolé pour le retard, mais voilà, ça y est, c'est réparé. Bon. Alors on enchaîne. Stéphane Rémy, donc sous-directeur à la DGEFP en charge des politiques de formation et du contrôle, et Émilie Marchand, directrice de l'offre de services et l'innovation à l'Opcommerce. Au plan opérationnel, donc vous voyez qu'on a fait un choix technologique assez simple, Teams. Alors ça a le mérite d'être simple, pratique, adaptable, mais ça a aussi le mérite, les inconvénients d'être simple. C'est-à-dire que technologiquement parlant, on n'est pas dans le cadre d'un webinar hyper structuré, donc on va le faire à la mode Teams. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Par principe, vos micros seront coupés. Je suis désolé, on est un peu autoritaire. Donc vos micros seront coupés en permanence. On procédera en fait en 3 temps. Un premier temps où la parole reviendra à Stéphane Rémy, qui vous présentera le dispositif en général, le cadre dans lequel il s'inscrit, et puis en allant en entonnoir, comme il dit, de plus en plus précisément sur les modalités opérationnelles de ce dispositif. Dans un second temps, Émilie Marchand vous expliquera la particularité de la gestion de ce dispositif au niveau de l'Opcommerce, puisque nous avions l'objectif d'adapter ce dispositif au contexte sectoriel. Et puis, enfin, dans un troisième temps, eh bien, si vous voulez, nous répondrons à vos questions. Et c'est là que, certes, vos micros seront coupés, mais vous aurez, via le chat, la latitude de poser vos questions, et puis je tenterai de toutes les relayer et de les poser progressivement à Stéphane ou Émilie. Je me tourne vers Stéphane Rémy. Et d'abord, une précision. Nous devions signer notre convention FNE le mardi 23 mars, Stéphane. Cela n'a pas pu se faire pour de bonnes raisons. Nous sommes le 26 mars. Nous avons décidé de maintenir ce Teams
consacrée au FNE. J'espère que nous ne mettons pas, Stéphane, la charrue avant les bœufs. Là, normalement, c'était à toi, Stéphane. Non, pas de charrue avant les bœufs, et je pense que c'était souhaitable qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui, même si évidemment on avait initialement un calendrier qui devait permettre cette signature avec la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, mais qui, vous l'avez peut-être su, a été elle-même touchée directement par la Covid, et donc elle est sortie de l'hôpital hier. Elle a rejoint son bureau. Enfin voilà, elle reprend progressivement évidemment. Et vous savez que les agendas d'un ministre sont assez compliqués, et donc il faut évidemment rattraper le temps perdu. Et donc voilà, la convention sera signée la semaine prochaine, mais pas de problème particulier, si ce n'est voilà ce contretemps qui montre bien que la Covid a des impacts et des conséquences à tout moment. Voilà, donc on ne met pas la charrue avant les bœufs, et je pense que c'était bien qu'on puisse effectivement échanger dans cette perspective de convention, qui a d'ailleurs un intérêt, c'est qu'elle couvrira l'ensemble du premier trimestre. C'est peut-être un point sur lequel la relation entre les entreprises et l'OPCO pourra se préciser, mais on a fait en sorte que les clauses qui sont prévues expressément dans cette convention puissent permettre de prendre en compte cette situation de bascule qui s'est faite pour nous au 1er janvier 2021. Mais voilà, il faut évidemment que les choses se mettent en branle derrière sur le plan contractuel, mais c'est bien prévu dans la convention. Et donc, elle aura bien une surface d'application qui démarre au 1er janvier 2021. Eh bien, tu as la parole, et présente-nous ce dispositif qu'est le FNE et sa particularité. On va faire un rapide retour sur l'année 2020, puis assez vite se projeter sur 2021, évidemment, qui vous intéresse. Mais je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont pu évidemment être concernés, que ce soit en termes de conseillers ou de représentants paritaires au niveau des territoires, et évidemment des entreprises qui ont pu faire appel au FNE. On a construit ce dispositif FNE dans l'urgence. Je pense que c'est très important de bien se remémorer la période qu'on a tous vécue, mais qui a été quand même un choc extrêmement brutal, lorsque, au soir du 16 mars, on a été obligé d'expliquer aux organismes de formation, au CFA, et évidemment à la très grande majorité des entreprises, en tout cas celles qui devaient interrompre leurs activités et se confiner, d'avoir ce choc brutal où on a fermé les portes aux usagers en ce qui concerne l'offre de formation, et puis évidemment un ralentissement très fort de l'économie, même s'il y a pu y avoir évidemment quelques dérogations pour assurer tout le travail de première ligne et de deuxième ligne. Vous savez qu'on est très attentif à ces questions de tous ceux qui ont été finalement, qui ont continué à maintenir le lien économique et social à minima. Donc ça, c'est quand même à rappeler, et on a construit donc ce dispositif en urgence. Pour vous donner un ordre d'idée, le FNE Formation était un dispositif qui était plutôt en sommeil en 2019. On avait en gros 7 millions d'euros qui avaient été engagés pour 7000 bénéficiaires. C'était ça la réalité du FNE en 2019. À fin 2020, c'est-à-dire construction dans l'urgence, mise en place et déploiement de ce FNE Formation en articulation avec l'activité partielle, et puis les choses ont un peu évolué au fur et à mesure des paramétrages, notamment à l'automne avec la prise en compte de l'activité partielle de longue durée, et puis on verra les nouveaux paramètres pour 2021. À fin 2020, on a 415 000 salariés bénéficiaires de formation grâce à ce dispositif. C'est plus de 200 000 dossiers d'entreprise qui ont été accompagnés, traités par les opérateurs de compétences. Comme l'a très bien dit Philippe en propos introductifs, on confie aux OPCO, gérés par les partenaires sociaux, cette responsabilité de gérer des fonds publics. Ils en ont l'habitude, ils en ont l'expertise, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Tout simplement parce que les directs, même s'il y a eu quelques conventions bilatérales qui ont pu être maintenues, mais c'est 1% de ce qui a été fait en 2020, on a fait ce choix stratégique de confier aux OPCO la responsabilité du déploiement de ce FNE Formation en articulation avec l'activité partielle, tout simplement parce que nos services, vous l'imaginez bien, ont été particulièrement sous tension pour accompagner l'indemnisation chômage partiel. Ce qu'il faut rappeler, c'est quand même l'amortisseur principal que la puissance publique a mis en place en France, qui est de permettre évidemment
à tous les salariés concernés de pouvoir avoir une indemnisation et un revenu à la fin du mois. Donc, je pense que c'est important de bien mesurer ces points de repère-là. Donc, dispositif d'urgence, il a eu des résultats extrêmement clairs sur un plan quantitatif. L'offre de formation a été obligée de s'adapter aussi à la réalité, c'est-à-dire mettre en place des formations à distance, ce qui n'était pas forcément évident. Il a fallu traduire un peu, là aussi, dans la précipitation, des programmes présentiels en mode distanciel, et ce n'est pas forcément évident. Et puis les entreprises voilà, se sont manifestées. On a essayé de simplifier au maximum le processus administratif. On sait que ça fait partie aussi des conditions de la réussite, donc on a essayé de le faire au mieux pour à la fois garder l'esprit, hein, qui est quand même d'assurer le maintien dans l'emploi, la continuité évidemment et les obligations de l'entreprise de ce point de vue-là, mais aussi de lui permettre à ces entreprises d'accéder facilement au dispositif. Donc voilà un petit peu le retour que je voulais vous faire par rapport à ce qui a pu être fait donc en 2020. Entre-temps, on a eu, et vous le savez, un plan de relance qui a été annoncé par le Premier ministre en juin, qui est donc France Relance, et qui permet dorénavant d'essayer de préparer ensemble le rebond, d'accompagner évidemment les entreprises qui sont encore concernées par l'activité partielle, la PLD, ou tout simplement qui connaissent des difficultés du fait de la Covid, mais aussi d'être résolument tourné vers l'avenir et de préparer le rebond de l'économie, parce que quand ça va repartir, évidemment, les entreprises vont chercher, et c'est bien naturel, à rattraper le temps perdu, à s'adapter aux nouveaux marchés, à des nouvelles réalités sans doute de la clientèle, et puis on peut aller vers des cercles de plus en plus concentriques, hein, ou s'éloigner de plus en plus, parce qu'il y a la clientèle française, il y a la clientèle étrangère, enfin il y a beaucoup de choses, il y a les pratiques d'achat qui ont évolué. On l'a évidemment tous vécu, et ça va forcément impacter aussi la réalité de la manière dont les services vont pouvoir être rendus, de la manière dont le commerce, la distribution vont pouvoir fonctionner demain. Et ça fait partie évidemment des enjeux que l'on a dans la convention avec Top Commerce. Donc, plan de relance déterminé cet été, et qui va mobiliser des fonds publics de manière tout à fait importante. Ont été mis sur la table 1 milliard d'euros au titre du Fonds national de l'emploi, hein, de la formation. Donc, c'est évidemment des sommes qui sont extrêmement importantes. Et si on va chercher plus globalement le paquet, si vous me passez l'expression cohésion sociale, on est à 16 milliards sur un plan de relance qui, lui, est financé à hauteur de 100 milliards, y compris par l'Union européenne, qui cofinance ce plan de relance. Donc, c'est ça les grands équilibres qui sont mis sur la table pour essayer de préparer encore une fois et d'être au rendez-vous au moment où les choses vont repartir, et je l'espère le plus vite possible et le plus fort possible. C'est dans l'intérêt évidemment des uns et des autres. C'est de l'argent public. Je pense que là aussi, il faut être très clair sur la signification, hein. Cet argent, il est mis par la sphère publique, par la puissance publique. Et donc, évidemment, ça suppose aussi une traçabilité des règles du jeu, des priorités d'action qui sont celles qui vont présider en 2021 à la mobilisation du FNE. Donc, on voit bien qu'on bascule d'un système d'urgence où on a fait plutôt du quantitatif, de l'adaptation, plutôt des formats courts en termes d'action de formation. C'était sans doute utile parce qu'il fallait justement apprendre à manier les outils et à s'adapter à certaines réalités, type click and collect, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu voir les uns et les autres. Maintenant, on bascule sur un volet plus qualitatif. C'est la volonté de la ministre que de le mettre en place avec les branches professionnelles et donc de promouvoir cette nouvelle approche du FNE. Et donc, on demandera à l'OPCO, aux OPCO qui sont délégataires de gestion, de faire respecter ces règles du jeu, parce qu'elles sont évidemment importantes pour la suite des opérations. On a quand même, de manière plus ancienne, mais l'expérience de ce qui avait été fait en 2008-2009 au moment de la crise des subprimes, et la difficulté qu'ont eu un certain nombre d'entreprises, et en tout cas elles l'ont regretté par la suite, de ne pas savoir suffisamment investi pendant les périodes creuses en matière de formation et de compétences. Et derrière, ça a été un petit peu plus compliqué pour la reprise, parce que les choses avaient bougé. Et donc, on veut aussi résolument anticiper cette réalité, même si les crises ne sont pas les mêmes. On est là sur une crise sanitaire, elle est mondiale, c'est encore un peu différent. Mais néanmoins, au moment, encore une fois, où les entreprises vont avoir d'autres chats à fouetter, et notamment de remplir leur carnet de commandes et satisfaire les clients, il est important de ne pas perdre de temps dans les périodes de plus faible activité, voire d'activité totalement arrêtée. Imaginez aujourd'hui les cafés, les restaurants, le secteur culturel, l'événementiel,
ce sont des activités, domaine skiable, tout ça c'est arrêté complètement, fermé administrativement, et puis d'autres sont vraiment en réduction d'activité. Donc ayons bien ça à l'esprit, et le but du jeu, c'est vraiment d'aller vers ce volet plus qualitatif pour que les parcours qui vont être proposés, on y reviendra sans doute, soient bien des parcours de compétences, de développement des compétences des salariés, ou en tout cas qui soient des parcours consécutifs à la crise et qui peut avoir effectivement des impacts sur les modalités organisationnelles de l'entreprise, en matière de process de commercialisation, qui vous concerne sans doute davantage, mais on pourrait prendre l'exemple du process industriel qui peut être réinterrogé. C'est l'occasion d'aller aussi sur les futurs marchés. Et j'en terminerai là aussi peut-être sur la lisibilité du plan de relance qu'il faut avoir. C'est qu'on est en même temps en train de préparer les transitions, en tout cas d'accélérer les transitions économiques, énergétiques, écologiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et les marchés ne sont pas les mêmes, ou la manière de vendre ou de fabriquer ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pas avec la crise qu'on a découvert l'enjeu de la transition, énergétique et écologique notamment, et numérique bien évidemment, mais incontestablement, ça s'est accéléré. Et ça, il faut évidemment pouvoir y répondre collectivement. C'est le pari de ces conventions que l'on souhaite avec les OPCO et au cas d'espèce avec l'OPCommerce. Stéphane, un peu plus sur le dispositif, si on rentre un peu dans le détail de... Alors, si on rentre un peu dans le dispositif lui-même, donc je vais essayer peut-être d'identifier les nouveautés. Et puis, je ne sais pas si mon collègue Guillaume Jaspard est connecté, mais il le sait, il peut évidemment à tout moment intervenir s'il souhaite apporter des précisions que j'aurais oubliées. Première évolution majeure, c'est sur l'assiette des entreprises éligibles. Jusqu'à maintenant, on était strictement sur une articulation avec l'activité partielle. Et donc, voilà, former plutôt que licencier et éviter évidemment d'aller vers des solutions plus à chaud. On a ouvert le champ des possibles en prenant en compte la notion d'entreprise en difficulté. Donc, l'assiette s'est élargie. On s'adresse certes à des entreprises qui peuvent connaître des épisodes de chômage partiel, parfois de longue durée. Et quand c'est de longue durée, il y a des accords d'entreprise ou des accords de branche qui organisent les priorités d'intervention, mais aussi la prise en compte des entreprises en difficulté. Du fait de la Covid, la règle du jeu, c'était de ne pas être en difficulté en 2019. C'est un point que je souligne dès maintenant parce que ce qu'il faut bien comprendre également dans le nouveau régime FNE, ce qui n'était pas le cas en 2020, c'est qu'on se place sous un encadrement européen, qui est un encadrement temporaire, qui nous permet des taux d'intensité qui sont hors droit commun, qui sont plus favorables, mais on est sous ce régime d'encadrement communautaire et on doit le respecter. Et c'est par exemple toutes les questions qui tournent autour des plafonds des 1,8 million, par exemple, qui ont été rappelés dans les différentes instructions ou questions-réponses. C'est la résultante de cet encadrement temporaire. Donc, ouverture en termes d'assiette aux entreprises en difficulté. Retour aussi sur un point qui est important en termes de doctrine et d'éligibilité, c'est que, bien sûr, en ce qui concerne les entreprises en activité partielle, on va pouvoir former les salariés qui sont eux-mêmes dans cette situation, mais également ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la mixité des publics. On considère évidemment que dans le cadre d'une stratégie compétences développée par les boîtes, c'est bien non seulement d'accompagner ceux qui sont à l'arrêt ou partiellement à l'arrêt, mais également ceux qui peuvent ne pas être concernés parce que l'unité de travail n'est pas la même et on peut avoir au sein d'une même entreprise des unités qui fonctionnent, d'autres au ralenti et d'autres pas du tout. Et donc, on veut capter cette réalité-là et donc on accepte, ce qui avait été une règle en 2020, puis elle avait été arrêtée, puis donc on la reprend, de mixité des publics. Autre caractéristique nouvelle et majeure dans le nouveau dispositif, c'est qu'on discrimine selon les tailles d'entreprise. Là où en 2020, on était sur une mesure d'ordre général, tout secteur confondu, toute taille d'entreprise confondue, on cible davantage les taux d'intensité par rapport à la taille. Et donc, très concrètement, ça veut dire qu'on fait un effort plus particulier et plus favorable aux entreprises de moins de 300 salariés. Et même à l'intérieur des moins de 300, on le verra peut-être plus en détail si vous le souhaitez, pour les moins de 50. Et ensuite, donc, une maille intermédiaire de 300 à 1000 et la maille supérieure de plus de 1000, sachant qu'on intervient exclusivement sur les fonds, sur l'assiette des coûts pédagogiques et non pas sur la rémunération. Donc, ce qui
financés par le FNE, ce sont les coûts pédagogiques, à l'exception justement des entreprises de moins de 50 salariés pour lesquelles on accepte que l'OPCO puisse mobiliser le plan de développement des compétences des moins de 50, puisque c'est une des enveloppes que l'OPCO gère, et elle pourra être, en fonction des situations, en fonction des choix qui seront décidés par les CA paritaires, de pouvoir cofinancer l'action qui sera prise à 100% des coûts pédagogiques et donc d'intervenir sur le champ de la rémunération. Donc, je me répète peut-être pour cette première partie de catégorie d'entreprise. Pour les moins de 300 salariés, c'est 100% des coûts pédagogiques. Et à l'intérieur de ces 300, les entreprises de moins de 50 peuvent être accompagnées en termes de rémunération et selon les règles qui encadrent l'intervention des OPCO sur le plan moins de 50. En ce qui concerne la taille des 300 à 1000, ça varie en fonction de la situation dans laquelle on est. Si c'est de l'activité partielle, le taux est à 70%. Si on est en APLD, c'est 80%. Si on est entreprise en difficulté, c'est 70%. Pour les plus de 1000, ce sont les mêmes taux que je viens d'évoquer, à l'exception des entreprises en difficulté pour lesquelles le taux est réduit à 40%. Donc, vous voyez bien ce que j'entends par discrimination, c'est évidemment tenir compte aussi de la réalité des entreprises et de se dire évidemment qu'on fait porter un effort plus particulier vers les TPME, sans oublier néanmoins les entreprises de plus grande taille, mais avec cette variation dans les taux d'intensité. Ça, c'est la réponse que l'on apporte pour tout ce qui concerne le parcours compétences au sein des entreprises, les reconversions en interne, parce que ça peut être ça, l'enjeu des parcours qui peuvent être proposés. Et en parallèle de ça, et ce qui permet d'avoir une gamme de réponses globales, on a un dispositif qui s'appelle Transco, qui est en fait la notion de transition collective, qui a été mis en place aussi récemment et à l'initiative des partenaires sociaux en lien avec le cabinet de la ministre, pour accompagner cette fois-ci des mobilités externes qui peuvent avoir un certain sens pour des entreprises. L'idée, elle est simple, c'est on a dans certaines entreprises des emplois qui sont menacés, qui sont clairement identifiés comme menacés à court ou moyen terme, et d'accompagner ces salariés et de manière collective vers des solutions d'accompagnement lourdes, j'entends par là des formations de longue durée, vers des secteurs qui sont, eux, en tension, qui recrutent ou qui peinent à recruter. Et sur un bassin d'emploi, c'est une réalité que l'on a dans beaucoup de territoires, ne serait-ce que sur le champ du care, de la santé, si vous préférez le vocable français, où vous savez bien qu'on a des enjeux qui sont extrêmement importants de formation des aides-soignants, de formation des accompagnateurs en matière éducative et sociale, et que ce sont des formations qui sont longues, coûteuses, et pour lesquelles il y a vraiment des besoins dans ces secteurs d'activité. On pourrait prendre le champ du BTP, qui lui aussi est en tension et qui cherche, ou l'agriculture, dans certaines niches sur lesquelles il y a des offres à pourvoir. Et j'imagine que côté champ commerce distribution, il y a aussi une réalité qui peut être dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois être un secteur d'accueil, mais aussi d'accompagnement vers des transitions externes. Donc, vous voyez que les réponses, elles sont, j'ai envie de dire, encore une fois, globales, au sein de l'entreprise, en dehors, si on est en mode transition collective et mobilité externe. Tout ça se fait avec l'argent du plan de relance, du milliard que j'ai évoqué, qui a donc cette exception de... Enfin, c'est pas une exception, c'est une origine de fonds FNE formation. Voilà, j'espère que c'est clair, mais n'hésitez pas à intervenir ou à poser des précisions, des questions là-dessus. Mais voilà un peu les nouveaux paramètres. Guillaume, je ne sais pas si tu en vois un que j'aurais omis de préciser. Alors, juste peut-être présenter Guillaume, qui est... Vas-y Stéphane, dis qui est Guillaume Jaspard. Guillaume m'accompagne en fait, donc moi c'est vrai que j'aurais pu commencer par me présenter, mais je ne sais pas si tu l'avais fait tout au début, donc je suis sous-directeur en charge des politiques de formation et de contrôle au sein de la DGEFP. La DGEFP, c'est la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle, qui est l'administration centrale du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et on a des services que vous connaissez peut-être aussi sur vos territoires respectifs, que sont les actuels directs, qui sont les directions régionales des entreprises, concurrence, consommation, travail et emploi, qui elles-mêmes ont une prolongation au niveau départemental, avec des unités départementales. Mais je dis actuel parce qu'au 1er avril, il y a une réforme d'organisation de l'État, des services déconcentrés de l'État, qui font qu'elles évoluent vers un autre acronyme et avec une autre organisation, notamment au niveau départemental, où les services seront placés directement sous l'autorité des préfets de département.
le niveau régional restant, lui, attaché au préfet de région. Et voilà, il va y avoir un changement de vocable. Ce sont les DRETS qui vont se mettre en place et les DETS. Voilà, vous savez que dans l'administration, on aime beaucoup les acronymes. Et en voilà 2 nouveaux qui vont s'imposer dans les relations que vous pouvez avoir avec l'administration. En tout cas, ça reste évidemment des services avec lesquels vous avez vocation à travailler, notamment au niveau territorial. Et puis au niveau national, on travaille très régulièrement avec les OPCO. Et Philippe peut en témoigner. Hein, voilà, on a des relations régulières et sur tout sujet qui concerne l'emploi compétence et la formation de manière générale. Alors, juste un peu en live là, parce qu'il y a des questions sur les niveaux de prise en charge. Bien rappeler des coûts pédagogiques, hein, on parle au niveau du FNE, redire les tranches et les niveaux de prise en charge. Il y a plusieurs questions à ce titre-là. Alors, soit toi, soit Guillaume, s'il veut s'improviser, puisque c'était pas comme. Allez, Guillaume. Vas-y. Très bien. Donc, déjà, c'est vrai que j'ai vu passer également des questions, en effet, sur les effectifs, donc le taux de prise en charge. Hein, c'est vrai que il va être de 100% en effet pour les entreprises de moins de 300. Au niveau des effectifs, on est bien sur des effectifs qui sont regardés au niveau de l'entreprise. On a souvent des questions sur ces éléments-là. On n'est pas sur la notion d'établissement ni sur la notion de groupe au niveau au-dessus. On regarde la notion de sirène. C'est vraiment cette notion qui est retenue pour regarder les effectifs des salariés pour le taux de prise en charge. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur qu'est-ce qui rentre dans le champ de la... Donc, merci d'avoir affiché le question-réponse. Ce qui rentre dans le champ des coûts pédagogiques, on va retrouver en effet les différents coûts qui constituent, c'est-à-dire la formation des gens en tant que telle, mais en amont, on va retrouver ce qui peut être des coûts un peu de positionnement, c'est-à-dire que, comme l'a dit Stéphane, on est vraiment sur une notion de parcours. Cette notion de parcours signifie une démarche structurée de la part de l'entreprise par rapport à ses besoins, une démarche structurée vis-à-vis du salarié en cohérence avec le besoin de l'entreprise. Et ça a donc on a besoin de faire le point avec le salarié pour le positionner dans le cadre d'un parcours. Ce parcours, il va être ensuite évalué. Et pour être évalué, donc c'est pareil, donc on va l'accompagner, on va le former, l'accompagner, l'évaluer. Et l'ensemble de ces coûts rentrent en ligne de compte pour calculer, c'est l'ensemble de ces coûts qui rentrent en ligne de compte quand on parle de coûts pédagogiques complets. Ensuite, il faut retenir aussi... pardon. Oui, Philippe. Juste, vous voyez à l'écran les niveaux de prise en charge déjà, parce qu'on a dit effectivement que c'était 100% pour les moins de 300. Et effectivement, c'est à l'écran. Ça me permet au passage de glisser à cet endroit-là. Vous pouvez indiquer le question-réponse qui est à disposition sur le site du ministère. Oui, j'étais en train de répondre à une petite question rapide. Le positionnement que vient d'évoquer Guillaume est peut-être évidemment très pertinent si on a besoin de vérifier un certain nombre d'acquis de la personne. Ça peut faire sens. Ce n'est pas forcément une obligation, bien évidemment, mais ça peut faire partie d'une structuration de parcours. Ça peut avoir du sens. Et en tout cas, on a une assiette qui est assez large pour justement intégrer ces coûts qui peuvent faire partie intégrante du parcours pédagogique. Et donc, on a voulu les rappeler, bien évidemment, tout ça étant centré sur la séquence de formation à proprement parler. Ce qui est montré effectivement à l'écran, et c'est, je pense, le conseil qu'on peut vous donner les uns les autres, c'est d'aller sur le site du ministère, vous tapez question-réponse FNE, vous allez très vite trouver ce question-réponse, toute information utile sur le sujet. Et donc, il y a déjà un certain nombre de questions très précises qui sont abordées et avec des réponses qui, je l'espère, sont tout aussi précises. Bien évidemment, comme toute question-réponse, il peut évoluer, il peut s'adapter. On l'a fait récemment, notamment, par exemple, sur la situation des entreprises qui peuvent être en discussion, en négociation d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi. On a précisé que lorsque les salariés ne sont pas obligés du périmètre du PSE, bien évidemment, ils peuvent être accompagnés dans le cadre du FNE. S'ils sont dans le périmètre du PSE, évidemment, ce n'est plus le cas. Donc voilà le type de précision qu'on a pu être amené à apporter, y compris sur ce que j'ai évoqué par rapport à l'encadrement européen. Vous le voyez, si le QR va à la fin, je crois que c'est la dernière question qui est abordée sur le régime concernés. Il y a aussi des précisions sur ce qui est les règles en matière de formation à distance, les actions de formation en situation de travail. Tout ça, ce sont des modalités de formation qui ont leur place
j'ai envie de dire d'autant plus que la crise sanitaire, évidemment, nous oblige évidemment à les privilégier en ce qui concerne la formation digitale. Mais il y a aussi des possibilités d'accueil en présentiel. On sait que les modalités de type AFEST peuvent avoir un sens tout à fait pertinent pour un certain nombre d'entreprises, mais ça suppose quand même d'être dans le respect du minimum requis sur le plan réglementaire pour structurer ces formations. Et donc, on a des rappels utiles, je pense, sur ce qu'on entend par formation en distanciel et formation en situation de travail. Donc, je vous invite évidemment à prendre connaissance. Et encore une fois, ce document est un document qui vit et qui peut évoluer au fur et à mesure des questionnements qui peuvent nous arriver, relayés par les OPCO ou directement par les entreprises. Ok, on reviendra sur certains aspects, notamment, je vois plusieurs questions sur les notions de parcours, effectivement, et puis aussi d'éligibilité. On y reviendra. On va, comme convenu, continuer le déroulé. Côté OpCommerce, si on précise un peu le périmètre, donc avec Émilie Marchand, donc on est en passe de signer notre convention. Elle aurait dû être signée, mais donc on croise les doigts qu'il n'y ait pas une rechute du Covid et que ça puisse se faire lundi, mardi. Je ne souhaite pas à la ministre. Hein. Absolument pas. On lui souhaite, a fortiori, on lui souhaite pas. Émilie Marchand, à toi la parole pour dire les spécificités de la convention pour les 19 branches du commerce. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Du coup, oui, en effet, on a travaillé avec les équipes de Stéphane Rémy et aussi avec Monsieur Jaspard, donc Guillaume Jaspard, pour pouvoir répondre aussi et écrire une convention dans le cadre de ce nouveau projet FN de formation 2021. Et suite à une présentation faite devant le conseil d'administration de l'OpCommerce, il a été acté de pouvoir reprendre aussi et se baser sur les études qui avaient été réalisées pour pouvoir faire un focus sur 3 enjeux majeurs pour le commerce, que sont accélérer la transformation vers l'omnicanal, défi du monde d'après, puisqu'il y a cet objectif et cet enjeu de revisiter la fonction du magasin. Deuxième enjeu qui est de repenser l'expérience client. Et le troisième enjeu qu'évoquait aussi Stéphane Rémy sur l'exigence et la transformation sociétale et l'impact environnemental et écologique qui est impacté aujourd'hui au sein des entreprises du commerce. Donc ces 3 enjeux principaux majeurs pour leur commerce doivent s'inscrire dans une logique de parcours. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir puisqu'il y a beaucoup de questions sur ces parcours. C'est le choix aujourd'hui de porter dans le cadre de ce FNE formation 2021 tel qu'il a été évoqué il y a quelques minutes, de pouvoir rentrer dans une logique de parcours. Donc, on l'évoquait 3 enjeux et ces enjeux doivent s'inscrire dans une logique que sont le parcours de reconversion qui doit permettre à un salarié de changer de métier, d'entreprise ou de secteur d'activité. Le parcours certifiant qui donne accès à un diplôme, à un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des socles de compétences tels que CLEA et également la VAE. Émilie, tu peux afficher tes slides? Ah, vous ne les voyez pas? Non, moi, pas moi en tout cas. Je suis resté sur le question-réponse. Pardon. Alors du coup, je pensais que vous aviez mon écran. Je refais. Hop. Hop. Est-ce que vous avez mon écran? Oui. Super. Alors, je ne vais pas mettre en plein écran, j'ai l'impression que ça fait bugger. Donc, j'en étais. Parcours reconversion, on aura l'occasion d'y revenir, le parcours certifiant et le parcours compétences spécifiques qui est lié notamment à un impact direct du Covid. Objectif étant d'accompagner les entreprises pour pouvoir pérenniser les emplois et développer les compétences qui sont liées à cette crise sanitaire. Un dernier parcours défini qui est le parcours anticipation des mutations, où l'objectif est d'accompagner la montée en compétences sur des thématiques stratégiques pour aider l'entreprise dans sa transition, qu'elle soit numérique ou écologique. La particularité de ces parcours, c'est qu'ils ne peuvent pas excéder 12 mois. Et du coup, notre objectif en tant qu'opérateur de compétences, c'est de vous aider à définir ces parcours. Pour cela, on vous proposera aujourd'hui, on lance l'événement avec ce premier webinaire en présence de la DGEFP. Et l'objectif, bien sûr, ce sera de renouveler, que ce soit en territoire, nous aussi, au niveau de la direction offre de services et innovation, on sera là pour accompagner aussi les conseillers branches.
On va renouveler ces formats pour pouvoir répondre à vos questions. Le premier interlocuteur restera bien sûr le conseiller emploi-formation qui sera là pour vous accompagner dans le montage des dossiers et l'éligibilité des demandes. Et aussi, ce qu'on a précisé dans la convention qu'on a travaillé depuis quelques semaines avec les équipes de la DGEFP, c'était que l'OPCommerce, suite notamment à des accords qui avaient été signés, je pense notamment à l'EDEC Commerce qui avait été signé en 2017 par les 13 branches adhérentes à l'OPCommerce, où cet EDEC a permis de développer une offre de diagnostic. Et on a cité dans la réponse et dans la convention les 4 que vous voyez, donc Capsule Digital, Innov PME, Rebond et le Passeco qui était en test dans une région et qu'on va pouvoir déployer. Alors, c'est pas systématique, mais l'objectif, c'est de pouvoir vous aider, et je pense notamment aux plus petites, à pouvoir bien identifier si oui ou non, du coup, déjà faire un état des lieux pour l'entreprise et identifier des parcours qui pourraient être éligibles à ce FNE 2021. Je précise également que le FNE 2021 de l'OPCommerce est le même partout, puisque du coup, les conditions en termes d'éligibilité et de prise en charge sont les mêmes pour l'ensemble des opérateurs. La seule spécificité, nous, c'est que forcément, on a une couleur pour vous et pour vous accompagner qui sera commerce. Et l'accompagnement sera, pour le coup, il y a une concertation aussi en interopco, pilotée par la DGEFP toutes les semaines pour pouvoir aussi alimenter ce question-réponse. Voilà. Ok. Donc, il y a plusieurs questions qui circulent et qui rejoignent quand même un peu 2 thèmes. C'est les notions toujours de qui a droit, c'est l'éligibilité. Et puis la notion de parcours. Éligibilité, je reviens sur quelques questions que j'ai glanées. Notamment autour d'entreprises qui seraient ou qui auraient été, par rapport au PSE, quid du FNE dans le cadre d'une entreprise qui est en PSE ou qui prépare un PSE ou qui sort d'un PSE. Stéphane, Guillaume. Oui, donc bon, je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, mais on y revient. Il y a 2 cas de figure. Donc, il y a un cas d'exclusion par rapport à la notion d'entreprise en difficulté. Ce sont les entreprises qui sont en cessation d'activité. Donc, ça, c'est une première exclusion que je mentionne. Elles ne feront pas l'objet d'un accompagnement FNE. Et puis, il y a effectivement le cas d'entreprises qui ont pu engager des discussions, voire des négociations en vue d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, il s'agit là de ne pas pénaliser les salariés qui ne seraient pas concernés par ce PSE et qui auraient évidemment besoin d'être accompagnés en matière de compétences, en matière de reconversion. Donc, bien évidemment, ces salariés-là pourront être accompagnés et faire l'objet de l'appui du FNE Formation. Bien évidemment, si le PSE identifie ces salariés comme étant du périmètre, à ce moment-là, évidemment, ils ne pourront pas être concernés par l'accompagnement formation et l'entreprise ne pas être éligible sur ces salariés précisément. Donc voilà la règle, mais elle est précisée dans le question-réponse. Donc je vous invite à aller voir cette précision sur ces entreprises. Voilà. Il y avait une autre question, toujours par rapport à l'éligibilité, sur des entreprises qui sortiraient du chômage partiel. Alors, elles n'y sont plus complètement, elles en sortent. Notamment, c'est une question par rapport à une moins de 50, mais je ne sais pas si la taille a un effet. Alors, non, mais c'est une question qui est tout à fait pertinente et qui n'a pas de modification par rapport à dans la réponse par rapport à la taille de l'entreprise. Jusqu'à maintenant, effectivement, en tout cas pour le... Ah zut, je crois que j'ai fait une fausse manip, là. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ok, j'ai cru que j'avais fait une fausse manipulation. Donc, pour... Ah, là, on t'entend plus. Oui, on est bloqué. Est-ce que Guillaume peut prendre le... Je vais prendre le relais, pardon. Je vais prendre le relais. Je ne me suis pas mis en vidéo parce que j'avoue que la bande passante, elle est un peu réduite. Par moment, ça assure pas mal, donc je préfère rester et que vous m'entendiez bien.
Donc, pour reprendre ce que disait Stéphane, en fait, il n'y a plus autant l'encadrement on avait, hein, c'est une des grosses évolutions sur 2021, c'est-à-dire que autant en 2021, on était complètement raccroché aux entreprises en chômage partiel et chômage partiel de longue durée. En 2021, ça a été ouvert aux entreprises en difficulté. Donc, cette ouverture, elle a quand même pour conséquence principale d'assouplir un certain nombre de paramètres. Et un des paramètres, c'est justement l'accrochage aux périodes d'activité partielle. Si on veut être cohérent et équitable vis-à-vis de l'ensemble des entreprises. En effet, bon, les formations en lien avec les entreprises au chômage partiel doivent tant que se peut se tenir pendant la période d'inactivité. Maintenant, on avait déjà accordé cette souplesse en 2020 de pouvoir potentiellement finaliser des formations un peu après. Désormais, en effet, on va plutôt préconiser que la formation elle ait lieu pendant la période d'inactivité, mais on sait aussi que tout doucement, la reprise d'activité va se faire, en tout cas on l'espère dans un certain nombre de secteurs. Donc on sait aussi que des demandes peuvent être faites. On est beaucoup plus souple et beaucoup moins raccroché à la période d'activité partielle, pour être simple. Et une formation en effet peut se terminer alors que l'entreprise n'est plus au chômage partiel. Elle a fait sa demande en fait à un moment donné. Elle avait une demande d'activité partielle qui avait été validée. Globalement, elle est éligible au FNE. Elle peut monter un dossier de FNE. Maintenant, si 3 mois plus tard, et tant mieux pour elle, elle n'est plus au chômage partiel, mais qu'elle a engagé des actions de formation, elle peut très bien réaliser ces actions de formation. On n'est plus autant encadré qu'on ne l'était en 2020 par rapport et à la durée et à la période attachée au chômage partiel. Voilà. Bon, je vois que Guillaume a parfaitement répondu. J'ai fait une petite fausse manipulation, donc c'est tout à fait l'esprit. Hein. On n'est plus encapsulé, si vous me passez l'expression, dans les périodes d'activité partielle qui était la règle en 2020, même si on avait mis quelques souplesses, notamment en cas de reprise d'activité pour que les salariés puissent achever leur cycle de formation. Donc on avait déjà rendu les choses possibles, mais on était vraiment à proximité du calendrier de fin de l'activité partielle. Là, ça a été rappelé tout à l'heure par Émilie, on est sur une visibilité à 12 mois et donc on sort de la période d'activité partielle comme point de repère. Si ça dépasse, on accompagne, évidemment, les salariés pourront donc se former, notamment en cas de reprise d'activité, même si la période d'AP, elle, s'est interrompue. Alors c'est vrai que ça génère la question de la notion d'entreprise en difficulté. Hein. C'est quoi les critères? Il y a des questions autour de... c'est la question autour de c'est quoi les critères objectifs pour définir qu'une entreprise est en difficulté sans être en activité partielle en fait. Alors, sans être en activité partielle, pour le coup, ça tombe un peu sous le sens, puisque en matière d'activité partielle, on doit faire une demande d'activité partielle et ensuite une demande d'indemnisation. Donc, pour le coup, là, les choses sont claires. En ce qui concerne la PLD, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un accord d'entreprise, voire de branche. Et donc, on est bien dans la troisième catégorie, c'est-à-dire d'entreprises qui n'ont pas recours à l'activité partielle, quelle que soit la durée, mais qui sont bien des entreprises qui, n'étaient pas en difficulté en 2019. Ça, c'est très important. La difficulté dans laquelle elles se trouvent sont des difficultés qui sont liées à la Covid et donc aux conséquences de la Covid sur leur process, encore une fois, de commercialisation, de distribution, de vente ou tout simplement d'organisation et de compétences qui sont rendues nécessaires ou de reconversion qui doivent être mises en place avec le volet interne, le volet externe. Donc, c'est de ça dont on parle. Et ces difficultés, il y a des critères qui sont précisés par rapport à la référence du Code du travail qui figure dans le question-réponse, qui est, alors je l'ai plus en tête, c'est l'article. C'est l'article 1233-3. Oui. Voilà, l'article L 1233-3 ou 1233-3 si vous préférez, mais qui figure bien dans ce question-réponse. Voilà, je pense qu'on le voit à l'écran. Et donc, qui permet d'avoir des précisions sur les critères, notamment par rapport à la perte du chiffre d'affaires, qui sont des critères objectifs qui permettent de satisfaire à cette définition et de pouvoir entrer dans le cadre. Ok. Il y a plein de questions, hein, donc on répondra certainement pas à toutes. J'aborde un autre volet parce que le temps passe. C'est un volet qui, tu l'as mentionné tout à l'heure, Stéphane, qui change la donne. C'est la notion de parcours. Et donc un parcours, il y a plein de questions autour du parcours. Il y a la question du combien de temps ça dure, minimum, maximum. Quand est-ce que c'est quoi les dates butoirs qui peuvent être prises en compte entre début de la formation, début du parcours, fin du parcours?
c'est-à-dire c'est quoi les bornes maxi, la notion que tu as déjà un peu évoquée tout à l'heure de rétroactivité, c'est-à-dire rétroactivité jusqu'à quand, voilà, j'en glisse 3 là au passage. Alors, sur la dernière, donc, ce qu'on entend par rétroactivité, c'est que les parcours qui ont pu être déjà pensés ou envisagés par l'entreprise au cours du premier trimestre pourront faire l'objet d'un accompagnement s'ils correspondent évidemment aux enjeux et à ce qui est prévu contractuellement avec l'OpCommerce ou avec les autres OpCo, mais on est sur une ossature qui est commune. Après, ce sont les enjeux, les secteurs qui peuvent varier. Il y a aussi une spécificité, on ne l'a pas évoqué, par exemple pour le plan montagne, où on cible notamment les entreprises qui sont particulièrement concernées par le fait que la saison d'hiver, évidemment, ne se fait pas correctement, n'a pas pu se faire correctement et qui sont fermées administrativement. Donc, il y a quelques spécificités, notamment pour tout le champ du domaine skiable, par exemple, ou des cafés-restaurants ou des clubs qui sont fermés ou en grosse difficulté de ce point de vue-là. Je referme la parenthèse. Donc, pour le reste, il faut évidemment donc, rentrer dans les critères d'éligibilité, mais on fera une lecture dès le 1er janvier. Donc, quand on parle de rétroactivité, c'est pour pouvoir justement prendre en compte et l'OpCo assurer le financement des parcours concernés, même s'ils ont été prévus au premier trimestre. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Tu en as glissé 2-3 rapides. Et durée minimum, maximum. Oui. Alors, il n'y a pas de durée minimum, mais il y a une durée maximum, on l'a dit, c'est 12 mois, sachant que les 12 mois, ils peuvent éventuellement se recompléter s'ils arrivent en fin d'année. Évidemment, ça peut aller avec un avenant aux conventions, on pourrait aller évidemment plus loin, notamment pour être en cohérence avec les parcours d'APLD. Sachant que tout ce qui est engagé en 2021 va avoir une date d'exécution qui peut aller, d'un point de vue technique, si on engage au 31 décembre 2021, on peut aller jusqu'au 31 décembre 2022. Bon, ça, c'est pour vous donner, on va dire, la borne un petit peu aval. Bien évidemment, si on ne met pas à ce stade de borne en amont, parce qu'on ne veut pas apporter de la contrainte inutile, mais bien évidemment, on demande à l'OpCo, et ça, je veux que les entreprises l'entendent très clairement, si on insiste sur les logiques de structuration de parcours, que ces parcours soient compris par rapport à des enjeux tels qu'on les a rappelés, qui sont aussi ceux de la réalité économique et des secteurs dans lesquels ces entreprises se situent, que la partie compétence est bien articulée avec le projet de l'entreprise. Et on a des exemples très concrets qui le montrent que ça peut faire sens, et donc c'est ce qu'on attend. Il y aura évidemment un accompagnement, et j'imagine que l'OpCo sera en accompagnement pour justement aider l'entreprise à rentrer un peu dans les parcours et dans la préfiguration de ces parcours pour simplifier l'accès. Mais on est résolument tourné sur cette structuration-là, ce qui veut dire donc différents modules, ce qui veut dire quelque chose qui est pensé en termes d'objectifs de formation et donc de mise en place de ce parcours pédagogique. On peut marier les modalités techniques, le distanciel, le présentiel, la formation en situation de travail. On peut marier les différentes séquences autour de l'action de formation en tant que telle, à travers le positionnement, l'accompagnement de la personne, l'évaluation, qui peuvent avoir un sens par rapport à l'accompagnement de la personne qui suit la formation. Mais c'est bien ça que l'on promeut, et donc il faut que ça fasse sens et que l'entreprise justifie la manière dont les choses sont pensées par elle, la manière dont l'offre de formation va pouvoir aussi satisfaire à ses besoins. C'est important que l'offre de formation puisse aussi déployer l'ingénierie qui soit au rendez-vous de ce que sont les besoins exprimés par l'entreprise. Mais on n'est plus sur de l'action isolée, de l'action courte. C'est plus ça qu'on veut financer, c'est vraiment cette structuration. Et donc il y a un enjeu du point de vue de l'entreprise à bien poser les choses en termes d'organisation, encore une fois, en termes de compétences, de reconversion, de mutation auxquelles elle est confrontée. Et elle devra apporter ces éléments-là d'éclairage pour se faire accompagner aussi au plus près par les conseillers de l'OpCo pour qu'on puisse être clairement dans le respect des parcours qui sont préfigurés, qui sont calibrés justement pour permettre un accès plus aisé. Après, il peut y avoir de la dentelle en fonction aussi de la réalité des entreprises. Pour des petites boîtes, il faut aussi s'adapter à leurs contraintes et à leur réalité. Pour des plus grosses, les services RH et les services formation ont leur rôle à jouer. Et donc, oui, on sera résolument et on demandera à l'OpCo d'être résolument exigeant par rapport à cette structuration, à cette justification de la réalité de l'entreprise par rapport à ses besoins et notamment par rapport à ce qui est prévu dans le cadre du plan de relance, c'est-à-dire préparer le rebond, accélérer les mutations et les transitions qui sont nécessaires, repenser encore une fois l'organisation de l'entreprise ou s'adapter aux nouveaux marchés, aux nouveaux process
Tout ça peut faire partie de l'instruction du parcours, mais il faut le poser, il faut le jalonner. Et ça, c'est un travail d'ingénierie qui est évidemment un petit peu plus complexe que simplement d'aller chercher une action isolée en bureautique ou en langue, même si elles peuvent avoir leur place dans un parcours, notamment par exemple si on est concerné par le champ du tourisme, où là, on peut effectivement concevoir qu'il y ait, outre l'adaptation au marché, à la manière de vendre, à la technologie, d'intégrer aussi un renforcement sur telle ou telle langue étrangère. Ça peut évidemment faire sens. Mais c'est raccroché à une logique encore une fois, sectorielle et de réalité économique. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'effectivement on attend les entreprises, tout simplement ce qui est quand même dans leur intérêt. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer, c'est elles qui sont les mieux placées pour identifier leurs besoins, mais ce n'est pas de l'adaptation poste de travail ou de l'obligation, encore moins de l'obligation sécurité ou de l'obligation de l'employeur. Ça, il faut être très clair. On ne va pas accompagner les formations obligatoires. Elle reste de l'apanage et de la responsabilité des entreprises. En revanche, tout ce qui va au-delà peut être accueilli, soit dans le cadre des parcours, encore une fois, on l'a dit, d'anticipation, de reconversion, de développement des compétences ou parcours certifiants, y compris avec des modalités qui peuvent être l'accès à Cléa, à la VAE, notamment pour les premiers niveaux de qualification. Ça peut faire sens de passer par cette étape-là. Et puis les choses peuvent se structurer aussi sur la durée. C'est ça qu'il faut entendre par logique de parcours. On est sur une visibilité à 12 mois qui permet aussi de structurer cet accompagnement, de l'adapter le cas échéant. Donc, on fait confiance à l'expertise et à l'ingénierie des OPCO. C'est pour ça qu'on les missionne et qu'on leur délègue les crédits. Mais il y a un rendez-vous à pas rater du point de vue des boîtes et de l'offre de formation, sachant que les entreprises peuvent décider aussi d'organiser en interne. Hein. Ce sont des modalités qui sont acceptables. Attention à bien les préciser, les prévoir, les organiser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur leur traçabilité et leur exécution et réalisation, mais ce sont aussi des cas de figure qui peuvent évidemment être mis en place. Le plus souvent, c'est de la coexistence. Hein. On sait que l'hybridation a des vertus et le fait de pouvoir marier, encore une fois, le présentiel, le distanciel, la FEST, sont souvent des réponses qui sont plutôt plébiscitées par les entreprises. Mais voilà, on attend effectivement un volet qualitatif qui soit clairement établi, donc une justification, encore une fois, du projet de l'entreprise par rapport à sa stratégie compétence, qui peut être variée en fonction de la réalité auquel elle est confrontée, mais qui doit rentrer dans cette préfiguration des parcours et avec l'accompagnement qui convient et que l'OPCO a vocation à déployer. Donc voilà, les choses sont dites, elles sont portées très clairement par la ministre. On fait confiance aussi aux acteurs, mais il faut être très clair sur les attendus. Ok. Peut-être Émilie revient sur il y a des questions sur concrètement demain comment on fait pour nous solliciter pour engager la démarche, y réfléchir, voire la concrétiser. Et puis aussi des questions sur les délais de traitement d'un dossier par l'Opcommerce, donc l'engagement et le paiement en subrogation notamment. Oui, du coup, première chose qui a été évoquée par Philippe Hugnin-Gény et Stéphane Rémy, on attend que la convention soit signée par la ministre. Donc, tant que cette convention n'est pas signée, a priori lundi, nous ne pouvons pas engager financièrement les fonds du coup d'État que sont le FNE Formation. Une fois que nous aurons cette convention signée, on est en marche, nous, en interne, pour pouvoir déployer le dispositif. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque les équipes vous accompagnent. Concrètement, sur le web service entreprise, vous aurez une petite case où vous pourrez cocher FNE qui vous permettra de déposer vos dossiers. Ce qu'on vous invite à faire, et il y aura un message qui va être posé du coup sur le web service entreprise, vous invitant quand même à solliciter avant tout votre conseiller emploi formation pour savoir si la demande est éligible ou non au FNE. Il y a beaucoup de questions sur cette notion de parcours. Je parle sous contrôle de Guillaume Jaspard et Stéphane Rémy. On me demande des exemples. On en a parlé pas plus tard qu'hier soir sur des exemples concrets, notamment la question de l'anglais qui revient souvent. Et alors je vous donne un exemple qu'on a cité hier. Une entreprise du commerce qui estime aujourd'hui qui a été impactée par la crise Covid parce qu'elle a été fermée un certain temps. Elle voudrait se déployer plutôt sur un volet international. Elle estime que faire monter en compétence ses salariés sur le volet du coup de maîtrise des langues serait pertinent. Oui, ce sera éligible si et seulement si on est dans une logique de parcours et auquel cas cette logique de parcours pourrait venir être complétée par exemple une technique de vente.
parce que clairement, seulement une formation en anglais ne pourrait pas rentrer dans ce qu'on appelle cette logique de parcours. Je laisserai Stéphane ou Guillaume venir compléter. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est qu'il y a une demande simplifiée qui a été proposée par la DGEFP. Ça veut dire que tous les opérateurs de compétences ont la même demande simplifiée. Dans cette demande, vous verrez un endroit, il y a préciser le contexte. Ce contexte-là, c'est celui-là aussi qu'il va falloir préciser avec votre conseiller pour typiquement expliquer ce qu'il en est. Et du coup, nous, ça nous permettra de savoir si c'est éligible ou non. Les conseillers vont être accompagnés par mon équipe, mais aussi par la DGEFP pour pouvoir répondre à toutes ces questions sur cette notion de parcours. Stéphane, du coup, ou Guillaume, sur la notion de parcours, vous voulez Oui, je pense que c'est important parce que ces questions autour des langues reviennent régulièrement. Enfin, encore une fois, il y a une justification à avoir, donc telle qu'elle vient d'être exprimée par rapport à un nouveau positionnement sur un marché qui est effectivement de manière crédible, hein, bien évidemment, peut être concerné pour une entreprise et nécessiter, dans le cas du parcours proposé, que ce soit au niveau de ce positionnement, de la relation clientèle, de l'intégration d'un module de langue par rapport à ça, oui. Si c'est juste pour une adaptation et faire de l'occupationnel, non. Et donc voilà, à un moment, il va falloir discriminer les choses et qu'on soit bien au clair les uns les autres sur ce qu'on attend. Donc, on a assumé en 2020 un certain nombre d'actions qui, encore une fois, ont leurs intérêts, hein, leur atout. Former en langue en France, c'est pas complètement hors de propos. Vu notre niveau général collectif et surtout quand on veut regagner de la clientèle qui a quand même déserté évidemment nos secteurs, et il va falloir la reconquérir cette clientèle, et peut-être qu'elle sera d'ailleurs différente. Donc il y a des enjeux qui peuvent se poser, notamment pour le champ du tourisme, des agences de voyage, pour le champ de tous ceux qui accueillent ces clientèles étrangères ou qui ont des relations de marché avec des clientèles étrangères. Tout ça peut faire sens, mais ça s'explique, ça se justifie, ça se contextualise. Si c'est juste pour faire sous pression parfois aussi de l'offre de formation, il faut le dire, parce qu'on n'est pas naïf, alors à ce moment-là, non, on n'est pas dans le champ de ce que l'on souhaite. Donc il faut un petit peu d'imagination. Tout ça n'est pas très nouveau quand même, hein. Pardon, je me permets aussi de faire passer un petit peu ces messages. Les logiques d'ingénierie de parcours, elles sont embarquées depuis les lois de 2014. Donc, c'est quand même pas tout neuf. Simplement, ça veut dire qu'on a élargi justement la sphère de la notion d'action de formation qui était souvent considérée comme trop étriquée, sans doute à juste titre. Et donc, on a élargi vers ces logiques de parcours pédagogique pour y inclure justement tout ce qui vient enrichir un parcours de formation, de donner aussi du temps à la structuration et à l'ingénierie. C'est ça que l'on vise. Et il y a des tas d'exemples. Pardon, je le prends souvent, mais je pense au guide de formation multimodal parce qu'il a l'intérêt à la fois de lier le distanciel et les logiques de parcours. Vous avez des exemples qui sont extrêmement bien faits et c'est un document qui peut être accessible sur demande. Donc voilà, maintenant, le conseil du jour, c'est clairement ne restez pas seul et bénéficier de l'accompagnement, de l'expertise qui vous est proposée. Elle sera sans doute utile et pertinente pour respecter ces objectifs. Mais voilà, qu'on s'entende bien sur le fond. Et on avait encore un exemple d'entreprise hier qui nous a démontré toute la manière dont ils avaient structuré les parcours, et pour eux, ça faisait complètement, c'était juste naturel, quoi. Donc voilà, il n'y a rien d'impossible là-dedans. Évidemment, ça se proportionne par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à ses réalités. Ça, on peut tout à fait l'entendre, mais on ne se trompe pas sur l'objectif. L'objectif, c'est bien d'aller vers ces parcours compétences, et ça suppose effectivement de marier aussi les modules et les modalités de formation. Donc, c'est ça qu'on attend. Et Guillaume, si tu veux compléter, n'hésite pas. Une petite question aussi. Pardon, j'ai peur de la perdre. J'ai vu passer un moment une question. Il y a aussi un forfait de prise en charge des frais annexes qui est posé en termes de prise en charge. Vas-y, Guillaume. Oui, non, pour compléter, mais ça va paraphraser un peu ce que disaient et Stéphane et Émilie. Juste, en effet, hein, quand on est derrière ce parcours, on est un petit peu sur une notion d'articulation, plusieurs modules finalement. Donc, on signifie bien que voilà, un module pris individuellement, que ce soit des langues, pardon, que ce soit la bureautique, est difficilement recevable dans le cadre d'un parcours pris individuellement. Par contre, dès lors qu'il s'accompagne d'un module métier, d'un module d'innovation, etc., il devient, à partir du moment où on a plusieurs modules qui sont dans d'un parcours cohérent, ça devient lisible. À aucun moment, les langues sont refusées ou la bureautique est refusée.
On vous entend très mal. Ouais, excuse-moi, Guillaume. Je suis désolé. Ouais, essaye de voir à nouveau. Ah, c'est mieux. Oui. Ouais, c'est mieux là. Vas-y, je te laisse reprendre. C'est mieux comme ça. On t'a pas bien entendu par rapport à l'exemple qui pourtant était pertinent. Donc peut-être repositionner l'articulation en fait entre un module métier, un module de linguistique s'il est nécessaire, de relations clientèle, parce qu'on sait qu'il va y avoir la prise en compte de nouvelles manières d'acheter ou de consommer. C'est ça dont on parle concrètement. Et aussi de réapprendre à travailler avec la clientèle. Hein, penser au café, au restaurant, mais je pense qu'on pourrait trouver des analogies dans le commerce. C'est plus la même manière de penser il faut réapprendre à travailler dans certains secteurs. Et la clientèle, les exigences de la clientèle, elles vont être beaucoup plus fortes du fait aussi d'avoir pris des habitudes ou d'avoir su découvrir de nouvelles modalités d'achat. Et donc, il y a besoin de reconvaincre les personnes aussi de procéder à des achats ou à venir dans un restaurant ou dans un café, etc. Donc, c'est pas neutre. Et le fait, en plus, et ça a été très bien dit par Émilie, d'y inclure aussi la dimension environnementale, par exemple, fait partie de plus en plus des exigences qui vont être posées et demandées. Et donc, si en face, les entreprises ne sont pas capables d'y répondre ou de montrer qu'elles s'en soucient, alors il y aura des pratiques de consommation qui vont être différentes et certains risquent d'y laisser des plumes. Donc c'est ça qu'on veut aussi anticiper et préparer, mais c'est du coup, c'est pas un sujet, c'est pas un module geste éco-citoyen ou un module d'anglais ou un module je réapprends à mon outil de travail ou mon environnement de travail. C'est cet ensemble qui structure un parcours. Et c'est ça qui doit se décliner en fonction des entreprises, des secteurs et des difficultés auxquelles elles font face, bien évidemment. Ok, alors je crois que de toute façon on atteint l'heure qui était consacrée à cette séquence de travail. On n'a certes pas répondu à toutes les questions, mais je voulais laisser peut-être un dernier mot. Est-ce qu'il y a un mot peut-être de conclusion pour Stéphane, peut-être pour Guillaume, s'il a envie de dire une dernière chose qu'il a absolument envie de dire en deux mots. Émilie aussi, et je conclurai de manière technique ce Teams. Stéphane. Non, j'ai vu pas mal passer de questions autour de l'omnicanal, etc. Et je pense que c'est tout à fait ça qui est porté dans la convention. Donc, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur les grands enjeux et c'est normal puisqu'on a travaillé avec vous. Et donc, vous nous avez éclairé sur effectivement ce que sont les enjeux de cette convention. Et je crois qu'on est bien sur les lignes directrices qui nous apportent. Donc, voilà, juste, on attend maintenant la signature, mais une fois qu'elle sera faite, elle donnera, je pense, du sens par rapport à l'action. Et surtout, elle va faciliter la vie aussi des conseillers qui ont évidemment besoin d'avoir aussi cet éclairage pour ensuite dialoguer avec les entreprises. Mais l'entreprise dans cette affaire, elle a aussi c'est sa part de responsabilité que de penser clairement et d'établir sa stratégie et de la faire partager, de la faire comprendre. Sinon, on risque de rater ce que l'on cherche à faire, encore une fois, qui est de préparer le rebond de l'économie. Et là, pour le coup, on y a vraiment tous intérêt, quoi. Super, merci. Guillaume, un mot? Oui, donc oui, juste je regarde un peu également les questions. Donc c'est vrai qu'on parle un petit peu des parcours et des multi-modules pour les parcours, mais c'est vrai qu'on est sur une notion un peu de mixité et de la même manière, les modalités de formation peuvent être mixées, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire appel pour un même parcours à un module qui serait porté par un organisme externe et un module qui serait porté par de la formation interne. Rien n'empêche, à partir du moment où le parcours est cohérent, de pouvoir mixer également les différentes modalités qui s'offrent aujourd'hui, le e-learning. Enfin, il y a différentes évidemment possibilités et tout ça peut être mixé au sein d'un même parcours. En conclusion, oui, comme le disait Stéphane, hein, on est vraiment très attaché au fait d'accompagner et les OPCO et les OF et les entreprises pour permettre une reprise d'activité dans les meilleures conditions pour l'ensemble des adhérents de l'OPCommerce et des autres secteurs également. Ok, merci. Émilie, un petit mot?
Alors, j'avais mis dans le fil de discussion qu'on allait pouvoir répondre à toutes vos questions. Sachez que d'ores et déjà sur le site de l'Opcommerce, vous allez dans Entreprise, il y a un onglet FNE avec toutes les pièces du coup utiles pour déposer votre demande de prise en charge. Nous allons pouvoir vous accompagner et le seul mot que je voudrais vous passer, en fait il y en a plusieurs, c'est rassurer aussi le réseau. On va être là pour vous accompagner. C'était l'occasion aussi de montrer qu'on travaille en étroite collaboration avec la DGEFP qui est le donneur d'ordre sur le pilotage de ce FNE. Et donc, les entreprises aussi, de fait, bien sûr, vous allez pouvoir être accompagnés pour définir ces notions de parcours et notions d'éligibilité. Ok, merci à vous. Je conclus parce que en général, on essaie d'être précis dans le timing, même si on a débordé, mais on a commencé un tout petit peu en retard. Donc, mes excuses. Donc, je conclus en disant que, 1, on vous enverra les slides. 2, on va tâcher de faire des réponses à toutes vos questions. C'est l'avantage, on les a recensées. Donc, on vous fera un petit question-réponse propre à ce Teams. Maintenant, comme ça a été dit, n'hésitez pas à aller sur le site du ministère du Travail où il y a le question-réponse officiel de la DGEFP qui s'applique à tous les secteurs, toutes les conventions FNE de tous les OPCO, pour le coup. Donc, pas exclusivement à nous, mais bien sûr, ça s'applique à nous aussi. 4, que sur notre site internet, comme ça a été dit par Émilie, il y a de l'information sur les FNE et puis de la documentation très concrète pour commencer à initier la démarche. Et puis, bien sûr, toujours en accompagnement, c'est pas fini, c'était un peu presque avant la lettre, avant la signature de la convention, même si on pensait que ça allait être juste après, mais c'est encore un peu avant la signature de la convention, lundi, mardi. Mais autrement, qu'il y aura des autres accompagnements, si vous voulez, dans les territoires, à l'initiative des délégations régionales, et que bien sûr, la personne clé qui est votre interlocuteur privilégié pour finaliser votre dossier, voir si vous êtes éligible, si on est bien d'accord sur les notions de parcours, etc., même si ce n'est pas toujours simple, vous avez vu, d'appréhender la question, eh bien, c'est votre conseiller emploi-formation. Donc, vous devez avoir ses coordonnées. N'hésitez pas à le solliciter. Il est là pour ça. J'ose dire, en ces périodes de crise, que nous avons les moyens de vous accompagner. Je parle économiquement. Donc, maintenant, la balle, elle est à nous, elle est à vous, elle est à nous, l'Opcommerce, de mettre tout ça rapidement en musique. J'ai bien entendu le challenge aussi du délai rapide de montage du dossier, et puis de traitement aussi de ces dossiers pour que tout ceci, ça soit fluide, sachant que bien sûr, on est dans une logique de subrogation. Donc, par exemple, pour des entreprises de moins de 300 salariés, vous n'aurez aucune avance à faire. Voilà, il y a la formation et derrière, on règle directement l'organisme de formation. Pour les plus grandes entreprises, effectivement, il y aura le jeu d'un versement volontaire pour la partie qui n'est pas prise en charge par le FNE et derrière, nous nous chargeons de payer 100% ensuite à l'organisme de formation. J'en termine et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent, d'avoir été patient, d'avoir posé toutes ces questions qui ont enrichi la discussion. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, si j'ose dire. Et puis, je remercie bien sûr nos intervenants, et notamment la DGEFP, Stéphane Rémy, et puis aussi Guillaume, un peu à l'improviste, mais qui a assuré le relais, Guillaume Jaspard de la DGEFP, pour nous avoir appuyés dans cette démarche de communication. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, et au plaisir bientôt.